Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre émission de la fin de semaine, les rendez-vous de l'info. Le moment pour nous de revenir sur l'actualité de ces derniers jours. Je suis ici dans un lieu que vous avez peut-être reconnu et je vais retrouver mon invité qui est pas très loin d'ici. À tout à l'heure. Alors j'ai retrouvé mon invité, vous l'avez vu, nous sommes ici au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. Mon invité n'est autre que Issa Abdou Issa. Bonjour. Bonjour Amina Ariti, bonne année, meilleurs vœux. Pareillement, il est un peu tard, mais voilà, je prends quand même. Alors Issa Abdou, vous êtes conseiller départemental. Ici, nous sommes dans un lieu que vous connaissez particulièrement, que vous côtoyez quasi quotidiennement, si on peut dire. On va aujourd'hui parler de l'actualité, puisque c'est l'objet de cette émission. On va revenir sur ce qui s'est passé cette semaine dans notre île, en commençant justement par ce rapport de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, une caisse de sécurité sociale dont la directrice a présenté les projets pour 2017 et a fait une présentation du rapport d'activité de l'institution. On regarde le reportage, on en parle juste après. En cette période de vœux liés à la nouvelle année, Iman Ali Hamidi Chanfi, la directrice par intérim de la CSSM, avait donné rendez-vous à la presse ce matin. Objectif, présenter les grands projets de l'institution pour les années à venir. Même si c'est également autour de sa personne que les débats ont tourné. En effet, depuis le départ de Jean Véron en août dernier, les deux appels à candidature lancés sont restés infructueux. Dans ces conditions, le directeur adjoint a décidé de laisser sa place à Madame Ali Hamidi Chanfi, qui devrait d'ailleurs officier jusqu'en 2018. Ma collègue est la première diplômée de l'École nationale de la sécurité sociale. Ça, c'est un. La deuxième chose, je pense que c'est un jeune cadre dynamique et qu'il faut, à mon avis, encourager et lui permettre de vivre cette expérience. Parce qu'une expérience quand même importante et je crois que son avenir est devant. Moi, bon, comme je suis à quelques année de partir à la retraite, j'ai estimé que c'était mieux que ce soit elle d'assurer l'intérim. Un intérim qui pour l'heure est assuré avec brio. La directrice se projette déjà vers l'avenir et nous parle du futur siège immobilier de la CSSM. La structure qui aura coûté plus de 23 millions d'euros doit ouvrir ses portes en 2018. Ce projet qui est un projet qui devenait presque une arlésienne à la Caisse de Mayotte puisqu'il date depuis plus de 15 ans. On est sur à peu près 6400 m² dédiés uniquement à la Caisse au sein de 3 bâtiments de 12 000 m². Donc les avantages bien sûr sont avant tout des meilleures conditions de travail pour nos agents puisque nous sommes dans des conditions qui sont déplorables aujourd'hui, même si elles sont plus à envier que dans d'autres entreprises ou administrations. L'ensemble des 270 agences sont répartis sur plus de 10 sites dans des locaux initialement prévus pour d'usage d'habitation, donc qui ne sont plus adaptés aujourd'hui. Et puis surtout une amélioration sur ce futur siège des conditions d'accueil de nos publics. Projet de crèche, amélioration des conditions de travail et d'accueil, poursuite de la politique d'accueil de proximité, maîtrise des activités, mais également développement dans la modernité. Voilà les grands objectifs qui vont animer l'institution dans le futur. Autre sujet, l'institution est actuellement sous le coup d'un préavis de grève, mais la directrice affirme que le dialogue social se poursuit avec les syndicats. Car si les difficultés sont réelles au sein de la CSSM, l'avenir peut d'ores et déjà être placé sous le signe des grandes avancées. Alors l'avenir se présente sous de beaux auspices du côté de la CSSM, Issa Abdou. On vient de l'entendre la directrice le dire. Les projets sont nombreux, notamment en 2018, l'installation des services dans les nouveaux locaux. Oui, c'est un mieux parce que la Caisse de sécurité sociale de Mayotte est un beau partenaire pour nous. Et nous avons bossé sur le schéma de l'enfance et famille avec eux, avec l'ancien directeur Jean Véron qui est parti, que je rends hommage à travers le travail remarquable qu'il a légué à Madame Alamid qu'on vient de voir. Et donc oui, on est content que la Caisse aille mieux, aille bien, parce que c'est tout Mayotte qui en profite et c'est un partenaire dans l'action sociale, un partenaire de choix avec l'État et la Caisse. Eh bien, nous formons un trio qui,
aux côtés de la cause sociale, c'est quelque chose de très important. Donc, qu'on ait un partenaire comme ça qui a plein de projets, qui fourmille d'idées, qui a en ligne de mire des nouveaux locaux qui seront répondre aux attentes de la population. Donc ouais, c'est une très très bonne chose, en tout cas qui nous réjouit au plus haut point. Alors justement, on voit à Mayotte aujourd'hui, on est dans une crise, on va dire, à plein de niveaux. Le fait de voir une structure comme la CCSM, qui est longtemps décriée, aujourd'hui se met à jour, se rapproche du droit commun, puisqu'on n'y est pas complètement. On va revenir sur certains éléments qui aujourd'hui font défaut encore à Mayotte. Aujourd'hui, est-ce que c'est une impulsion qu'il faut suivre, que d'autres devraient suivre ? Oui, c'est d'abord un impératif du droit commun. Tout le monde se met au diapason. C'est une conséquence de la départementalisation qui se met en place au fur et à mesure. Donc, oui, il faut se préparer, il faut être dans les temps et dans les clous, si j'ose dire. Et donc, oui, c'est un exemple à suivre pour lorsqu'on a su anticiper, lorsqu'on a su créer les conditions, eh bien, on n'est pas très en retard par rapport au droit commun. Et donc, oui, je salue ce travail de la Caisse qui a permis de ne pas perdre une seule seconde. Vous savez, dans ce que nous faisons au quotidien, chaque seconde, chaque minute, chaque jour compte. Donc, c'est important d'être en ordre de bataille tout de suite. Et la CSSM qui mise aussi sur le numérique, on a vu avec des accès dans des portails web qui vont faciliter justement l'accueil, qui vont faciliter aussi l'accès à certaines données aux allocataires. C'est important ça. Ça participe là aussi à fluidifier la file, en tout cas à diminuer, à faire en sorte qu'on ne se rende pas... Gagner du temps. Exactement. Beaucoup, on se rend dans ces locaux-là nécessairement. Quand il n'y a pas une nécessité absolue de s'y rendre de manière physique, eh bien c'est peut-être pas la peine. Si on peut faire tout ce qu'on peut faire à distance, eh bien c'est à mieux. C'est ce que nous essayons de faire. Mais au-delà de nous, et c'est le message aussi qu'on essaie de distiller, de lancer à l'adresse des collectivités pour que, à chaque fois que cela sera nécessaire, à chaque fois qu'on peut le faire, eh bien de faciliter par la numérisation, par le côté, j'allais dire informatique, en tout cas à distance, de pouvoir accéder à ce que l'on veut. C'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Alors on va passer de ce volet social à un chapitre politique. On va parler maintenant des primaires de la gauche. On a vu, Benoît Hamon est sorti vainqueur de cette primaire. C'est lui qui va représenter la gauche lors de la présidentielle prochainement. On regarde le reportage en fait sur justement les résultats, comment ça a été accueilli. On en parle juste après, Issa Abdou. Une victoire sans appel pour Benoît Hamon. Le candidat l'emporte largement face à Manuel Valls et pourtant, bien peu auraient parié sur ce résultat au début de la primaire. Dans le camp de Benoît Hamon à Mayotte, on se réjouit de ce succès. C'est une victoire nette et sans bavure. Cette primaire a révélé un homme qui, par les idées, saura nous réconcilier, nous, hommes de gauche, avec nos principes les plus fondamentaux. Je vois en Benoît Hamon celui qui sera capable de répondre aux besoins justement des Mahorais. Du côté de l'ancien Premier ministre, malgré une victoire haut la main dans le 5e département, avec plus de 85% de suffrages, les partisans acceptent la sentence. Socialiste, j'ai soutenu Valls, je suis déçu, il n'a pas gagné, mais la gauche a gagné par cette dynamique. Et donc je soutiendrai Benoît Hamon, je serai derrière Hamon pour gagner parce que je pense que là il y a une chance d'aller jusqu'au bout, notamment qu'il soit notre futur président de la République. Au lendemain du premier tour des primaires citoyennes, Manuel Valls laissait entrevoir ne pas soutenir le candidat de la défaite pour la présidentielle. Le parti, quant à lui, veut croire à l'unité. La gauche doit se rassembler parce que divisée, elle ne gagnera pas. Il porte un programme révolutionnaire. Les attentes des Français, ça suffit, nous voulons du nouveau, un véritable changement. À gauche, la page du quinquennat est définitivement tournée, mais à quel prix? Résultat dans moins de 3 mois, lors du premier tour de la présidentielle.
Benoît Hamon qui sort victorieux de cette primaire devant Manuel Valls, qui était pressenti à la base, qui semblait avoir la préférence de beaucoup, mais voilà, c'est Benoît Hamon qui l'a emporté. Votre réaction après ça, Issa Abdou, vous en pensez quoi? C'est bien pour lui. C'est tout ce que ça vous inspire? Bah oui, moi je ne suis pas de gauche, mais je suis quelqu'un de pragmatique, je fais de la politique, j'essaie souvent de choisir la bonne politique, la bonne personne, mais je ne suis pas quelqu'un de sectaire au sens... voilà. Et donc, pour le reste, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à Benoît Hamon? Je pense que... Moi j'ai suivi, puisque lorsqu'on joue au foot et qu'il y a un match de foot, évidemment... Quand le Real Madrid joue ou le Paris Saint-Germain, on regarde ça à la télé. J'ai suivi les primaires de la droite et du centre. J'ai suivi celles de la gauche et c'est vrai que c'était moins réussi en termes de succès populaire. Il y a eu 4 millions, je crois, pour la droite et puis là, autour de 2 millions, un peu moins pour la gauche. Donc on voit bien que ça a moins passionné les gens. Mais pour autant, il y a un vainqueur. La gauche aura, je pense, beaucoup de difficultés parce que elle part pas en ordre de bataille. En tout cas, ils sont dispersés puisqu'il y a Emmanuel Macron qui était dans le gouvernement Valls et qui est candidat aujourd'hui avec la campagne que chacun sait. Mais il y a Mélenchon aussi à gauche de la gauche qui est candidat aussi. Donc ce sont des éléments qui facilitent pas. En 2012, François Hollande a eu cette chance que il y a eu cette primaire qui a propulsé le candidat à sortir de ces primaires avec la dynamique qui va avec jusqu'à l'Élysée. Donc là, Benoît Hamon va avoir du mal. C'est mon avis, je peux me tromper, mais il part avec ce handicap-là de toute façon. Mais au-delà de tout ça, je crois qu'il y a une tendance qu'on a vue à la fois pour la droite avec François Fillon que ce qui vient de se passer là, c'est cette tendance qui consiste à sortir les sortants. Voilà, on voulait plus de Sarkozy, de Juppé pour la droite. C'est une sanction par rapport au bilan, leur bilan d'activité. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre avec le Brexit. Regardez Donald Trump aux États-Unis. Tout le monde s'est trompé à chaque fois. Il y a ce sentiment aussi pour la population que c'est pas vous les médias qui allez décider pour nous. On choisit un vainqueur. Juppé a caracolé en tête dans les sondages pendant des années, parce qu'il y a une campagne depuis 2 ans, me semble-t-il, mais à la fin, c'est François Fillon qui a gagné. Et donc, la population a décidé de vous dire, médias, avec beaucoup de tendresse peut-être, mais que c'est quand même la population qui vote. C'est in fine, elle, qui décide de... Après nous, ça reste des sondages avec des données bien précises. Ça doit nous vacciner quand même, ça doit être une leçon d'humilité. Au moins. Et donc, on voit bien que ceux qui sont pressentis pour sortir vainqueurs de ces primaires, ont été balayés. Pressentis sur un échantillon de personnes interrogées, pas sur toute la population. On est bien d'accord. Non, mais au-delà des sondages, il y avait quand même, on sentait bien que, voilà, on présentait à chaque fois Juppé ou Valls même, voilà, comme étant des grandissimes favoris à chaque fois. Résultat des courses, on voit bien que c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas un grief que je fais à votre endroit, mais c'est juste pour dire qu'au fond, c'est pas ceux qu'on attendait qui sont arrivés en tête. Et donc, c'est une bonne leçon d'humilité là aussi. Mais je pense que pour les raisons que je viens d'indiquer, Benoît Hamon, puisque c'était votre question, aura du mal parce que la gauche part en ordre dispersé. Alors, on continue à parler de politique. On va revenir maintenant chez nous avec le MDM qui a fait la une des journaux ces derniers jours, notamment avec le choix qui a été fait, donc un comité directeur qui a choisi ses candidats aux législatives et aux sénatoriales, mais des candidats ont été déçus par ce choix, justement puisqu'ils n'ont pas été choisis, et on en connaît un qui, lui, a y monté au créneau. Il s'agit de Mehdi Némois. On regarde ce reportage pour nous expliquer clairement ce qui s'est passé au MDM. On en parle juste après, Issa Abdou. Déçu de ne pas avoir été plébiscité pour devenir candidat du MDM, Mehdi Némois est sorti de ses gonds la semaine dernière. Il a en effet écrit sur les réseaux sociaux « En tant que candidat, je suis naturellement extrêmement déçu du genre humain, de sa petitesse, de son manque de vision et surtout de sa lâcheté. » Des propos qui n'auront pas été du goût du comité directeur du MDM. Le comité directeur du MDM s'est réuni lundi pour prononcer la suspension de son secrétaire général jusqu'à nouvel ordre.
vu les propos tenus sur Facebook et que vous avez publiés sur France Mayotte Matin de la semaine dernière. Si cette attaque contre le comité directeur lui aura coûté cher, ses propos concernant le président de l'Union des Comores n'auront pas eu le don d'arranger les choses. Suite à une rencontre avec Azali Assoumani, Midladjim Nemois a souhaité le remercier pour son hospitalité et pour son écoute, ajoutant, je cite, « Je veux que les Mahorais et Mahoraises sachent que j'ai rencontré un homme pieux, consciencieux et soucieux du sort réservé au peuple des îles de l'archipel des Comores, et c'est là mon plus grand regret de n'avoir pas été compris par les miens. » Une incompréhension qui, sur ce point, semble en effet totale. Ah non, il n'y a pas de souci en interne. Nous avons compris que nous avons organisé des élections en interne pour décider qui seront nos candidats aux élections de 2017. Notre ancien secrétaire général était candidat au sénatorial. Il n'a pas été élu malheureusement. Et puis de sa déception, je pense qu'il a, peut-être on peut mettre ça dans sa déception, mais il a eu des propos assez injurieux pour la communauté mahoraise, ses collègues du comité directeur, mais surtout pour la communauté mahoraise et pour le parti MDM que nous représentons. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas venir à Mayotte, mettre en valeur le président des Comores pour son honnêteté ou je ne sais pas quoi sur les îles. Donc c'était peut-être des propos mal placés, mais qui ont été vraiment mal pris, mal encaissés par toute la communauté, par tous les cadres. Des cadres qui n'auront pas hésité à évincer cet élément perturbateur à l'heure où l'union sacrée est réclamée. Une décision saluée par le président qui y voilà une preuve du renouveau du MDM. Ça veut dire surtout que enfin le parti prend les décisions, enfin le comité directeur sait se positionner, enfin nous travaillons pour le respect des Mahorais et enfin nous pensons à Mayotte. Nous ne pouvons pas nous laisser dépasser par les événements. En effet, la campagne est désormais lancée et au MDM comme ailleurs, le mot division est définitivement banni, du moins jusqu'à la fin des élections 2017. Alors le MDM doit maintenant gérer cette affaire clairement puisqu'il pensait que les choses faites, enfin l'idée était jetée normalement et aujourd'hui on a cette petite affaire qui vient secouer le parti. Qu'en pensez-vous Issa Abdou? Je pense qu'on s'apaisantit au fond sur quelque chose, de mon point de vue, qui relève de l'après-primaire. Ou en tout cas, je ne dirais pas de l'anecdote, mais en tout cas, ce n'est pas le plus important. Le plus important à Minariti, c'est que les primaires ont été organisées dans des conditions transparentes. Une première chez le groupe centriste dont je fais partie, en tout cas au MDM. Je suis très fier d'être MDM. Et je veux saluer le travail de Aïnoudine Salim et toute son équipe qui ont réussi ce tour de force d'organiser. Ce n'était pas gagné, d'organiser cette façon de faire qui a été saluée, qui était objective, en tout cas qui était, y compris par Doshina, pas contestée dans la manière dont c'était organisé. Il faut saluer ce travail. Et je crois que c'est le plus important. Après, il y a des candidats qui ont été désignés. Il faut respecter le choix de ceux qui ont voté et qui ont fait ce choix-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on se mette au travail, au boulot, pour soutenir ces candidats, y compris si c'était pas le choix que j'avais fait à titre personnel, mais le parti, en tout cas les électeurs, le comité directeur a tranché. Ce qui compte, c'est ça. Voilà. Pour le reste, lorsque le SG a fait cette sortie, moi j'ai vu cette publication Facebook comme tout le monde, j'étais indigné comme tous ceux qui l'ont lu, parce que incompréhensible pour l'essentiel. Et donc, mais ça montre bien là aussi que quand même il y a une discipline, au-delà de la réussite que j'ai indiquée tout à l'heure de l'organisation d'une élection qui n'était pas gagnée d'avance. Le MDM a montré qu'on pouvait s'exprimer, on pouvait trancher un débat pour pas que ça pollue au fond l'essentiel et l'activité du MDM. Et donc ça a été fait. Je fais confiance à la décision et à la sagesse qui en est suivie de cette décision qui était prise par le bureau. Je suis solidaire de cette décision-là, mais encore une fois, l'essentiel est ailleurs. L'heure, de mon point de vue, est au rassemblement, est à se serrer les coudes pour... Alors, il fallait aller jusqu'à la destitution du secrétaire général, selon vous ?
Ça appartient encore une fois au MDM, c'est très démocratique. Les gens, c'est pas ce que je pense moi qui compte. C'est au fond en parler, le mettre à la sagacité du bureau, des militants, et eux ont le dernier mot. C'est des procédures un peu plus démocratiques et le devoir des responsables politiques à ce moment-là, c'est de s'en tenir, c'est d'en faire sien de ce qui sera dit. Et donc, moi, je m'inscris exactement dans cette... C'est pas faire de langue de bois quand je vous dis ça, mais je dis juste que c'est une façon d'être organisé et le rôle, la responsabilité qui est la nôtre, c'est de respecter autant que faire se peut ce que disent les militants. Alors, autre point qui a marqué cette primaire du MDM, on a vu Douchina qui s'était présenté à l'investiture, candidat à l'investiture, et qui donc il y a eu est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un rapprochement entre le MDM ou l'UDI? Alors c'était quelque chose de très ponctuel qui n'a pas lieu de se renouveler par la suite. Le MDM est un parti centriste. Il se trouve que l'UDI aussi. Sauf que la différence, c'est que l'UDI est un parti national, ce que n'est pas le MDM. Le MDM est un parti centriste, mais local. Rien n'empêche d'être MDM et donc appartenir à cette formation locale. Moi, c'est... Donc le MDM se réserve l'opportunité de s'appuyer sur l'UDI par la suite, alors? Sur l'UDI ou pour ceux qui sont de la sensibilité centre-droit ou centre-gauche, pour ceux qui pensent qu'il faut plus aller vers le PRG ou autre chose, qui est un parti centriste aussi, mais du centre-gauche. Donc sur le plan national, la liberté est donnée à chacun, au fond, de se positionner comme il le veut. Moi, je suis du centre-droit, pas nécessairement de l'UDI, mais je me définis comme dans l'ADN de l'UDF, ancêtre du centrisme et j'allais dire du MDM, et donc je m'inscris dans cette lignée-là, et de la même manière, c'est comme ça que j'ai moi adhéré au MDM, mais au fond, la conviction qui est la mienne, c'est que, et c'est vraiment moi, ce qui m'a plu, qui me plaît au MDM, c'est de se dire que c'est nous qui décidons de ce que nous voulons. C'est pas Paris qui décide, comme j'ai pu l'entendre chez d'autres. Et ça, c'est très important. Après, sur le plan national, on fait ce qu'on veut. Je voulais dire cela. Au-delà de ça, ce que s'est passé avec Douchina, qui est donc centriste, et qui est venu au MDM en considérant que c'est un parti qui a la même philosophie que lui, et qui a demandé l'investiture, et qui ne l'a pas eu, mais qui se présente quand même sous la bannière de l'UDI. Il n'est pas encore décidé. Hein. Ah si. Sur l'UDI, il verra. Enfin, il est candidat. Oui. Oui, mais peut-être pas sur... En tout cas, j'ai vu Jean-Christophe Lagarde qui était venu ici et qui a dit que leur candidat, c'était Douchina. C'est pareil que quand il vient chez vous pour dire que je ne suis pas sûr d'être candidat et que 2 jours plus tard, il dit qu'il est candidat. Donc, c'est un secret polichinelle, Aminariti. Oh, pas vous. Bon. Mais au-delà de ça, vous voyez bien que je pense qu'on aurait pu gagner du temps. On aurait pu ne pas passer par ces primaires pour, au fond, expliquer. J'étais présent lorsque, les yeux dans les yeux, il a répondu, voilà, si je ne suis pas candidat, je soutiendrai celui qui sera retenu par le parti. Tous les candidats ont répondu à cette question. Tous les candidats ont dit la même chose. Je soutiendrai celui qui sera retenu à l'issue de ces primaires. On s'attendait donc à ce que ça soit ainsi. Voilà, ma déception, mais pour le reste, il est libre d'être candidat sous l'étiquette qu'il veut. Mais on aurait pu éviter ça, parce que ça laisse au fond ce sentiment de... Voilà, les politiques disent une chose, ils font autre chose derrière, et puis surtout, voilà, des militants qui vous posent des questions. Ça me rappelle un peu, toute proportion gardée, Jérôme Kaouza qui regarde les yeux dans les yeux et qui vous dit non, je n'ai pas de compte en Suisse, etc. Là, c'était un peu, pardon pour la comparaison, toute proportion gardée, mais voilà, on n'a pas le droit de dire ça. Au fond, le sentiment que j'ai, c'est celui-là. Je respecte Ahmed Toumani Douchina. C'est un homme respectable. Mais ce comportement-là me gêne quelque peu. Voilà. Alors Issa Abdou, merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Et vous restez avec nous puisqu'on va se retrouver juste après la pub pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite.
c'est maintenant la deuxième partie de l'émission Les Rendez-vous de l'Info, toujours à l'hémicycle Younous Abamana, en compagnie de mon invité Issa Abdou Issa. Je vous propose maintenant de parler d'un autre sujet. Il s'agit de l'INSEE qui a présenté ses chiffres récemment, donc vous les avez peut-être suivis, des chiffres qui mettent en avant également une augmentation de la population au 1er janvier 2016, mais une augmentation qui pour certains pose encore question. On en regarde le reportage et Issa Abdou, on en parle juste après. À l'hémicycle Younous Abamana, les acteurs publics du territoire étaient très attentifs aux chiffres exposés par l'INSEE. L'organisme présentait ce matin les résultats de ses études autour de 5 thématiques ces 3 dernières années dans le cadre de son futur lancement, de son recensement en 2017. On construit le recensement de 2017. Et là, l'objet pour nous, c'est de travailler main dans la main avec les maires de Mayotte qui ont toutes signé une collaboration avec nous sous la forme d'une convention pour permettre d'avoir un chiffre en 2017 qui soit aussi juste qu'avant, mais plus partagé que celui qu'il était en 2012. Avec 23 132 habitants de plus, la population à Mayotte est estimée à 235 132 personnes au 1er janvier 2016. Un solde positif qui se confirme dans le 101e département. Dans la présentation qu'on a fait, on a d'abord mis en exergue la dynamique démographique du territoire de Mayotte. En 1958, il y avait 23 000 habitants à Mayotte. En 2012, on a 212 000. Donc on a augmenté par 9 dans une période relativement courte la population de Mayotte. Et donc ce qu'on ne dit pas autre chose, c'est que la croissance démographique de Mayotte est quelque chose de très notable. Une population de plus en plus jeune, avec plus de la moitié dans l'île, mais également de plus en plus en difficulté avec un taux d'illettrisme dépassant les 33% en 2014. Autre constat, près de 70% de la population était sans diplôme qualifiante dans un département qui compte le taux de chômage le plus élevé de France en 2016 avec près de 28%. Forcément, la qualification de la population est en lien aussi avec l'emploi. Donc aujourd'hui, on note quand même que la qualification de la population augmente, mais qu'elle reste quand même assez éloignée. En particulier, à ce jour, il y a 70% de la population qui n'a pas de diplôme qualifié à Mayotte. Si on prend la comparaison métropolitaine, ce taux est de 31%. Mayotte, une île riche parmi les pauvres et pauvre parmi les riches d'après le chef de l'INSEE Mayotte. Malgré une amélioration des conditions de vie, le plus jeune département de la République est loin des standards métropolitains. En effet, la richesse par habitant est 4 fois inférieure à celle de l'Hexagone, alors que la cherté de la vie se confirme avec des prix élevés de 6,9% par rapport à la métropole. A noter également que 1/3 des logements de l'île sont précaires et 30% des habitants du territoire n'ont pas accès à l'eau. Alors l'INSEE qui présente de nombreuses données statistiques sur notre île, notamment la démographie, une démographie en augmentation, mais qui aujourd'hui laisse encore certaines interrogations. Issa Abdou, vous en pensez quoi ? 235 000 habitants au 1er janvier 2016. Il y a d'abord une bonne nouvelle, c'est la loi sur l'égalité réelle qui est passée au Sénat et il y a une commission mixte qui se met en place pour essayer de valider le tout une fois que l'Assemblée nationale aura donné son point de vue. Et donc j'espère que tel que proposé, l'égalité réelle sera in fine validée. Pourquoi ? Parce que dedans, il y a d'abord le battement s'agissant de les valeurs locatives et sur le foncier de 60%. C'est très important dans une période où on parle d'impôts confiscatoires. Et puis, on parle surtout, et vous me voyez venir, du recensement qui serait désormais fait annuellement. Vous savez que jusque-là, c'était fait tous les 5 ans. Les chiffres que nous avons aujourd'hui, en attendant les prochains, datent de 2012. Ça n'est passé des choses depuis. Ça n'est pas sérieux. Personne ne peut croire que 2012, qui fait un recensement de 212 000 habitants, eh bien, ça soit encore vrai 5 ans plus tard. C'est pas possible. J'ajoute, ça c'est vraiment toute chose égale par ailleurs. Partant du principe que les chiffres déjà de 2012 sont faits correctement et que sont fiables, etc. J'ai entendu un débat, et que en admettant que tout ça est fiable, eh bien, ça n'est sûrement pas vrai 5 ans plus tard. Mais imagine qu'en plus, on estime que les chiffres sont sous-estimés. La population de Mayotte est sous-estimée parce qu'en réalité, nombre de Mahorais et même
au-delà des Mahorais, pense qu'en réalité, elle a le double, peut-être même le triple. Je connais un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la question de l'enfance. C'est David Guyot qui dit dans son rapport de 2012 que il y a 3000 enfants, 3000 mineurs isolés. Depuis 2012, on parle de 3000 mineurs isolés. Tous les jours. Sauf qu'entre-temps, il y a eu des va-et-vient entre les îles. Je vais être poli. Et que de la même manière, on sait bien que l'essentiel de ces enfants-là viennent de là. Entre-temps, ça ne vous a pas échappé que le CHM est toujours resté la plus grosse maternité de France. Et ça, 10 000 naissances, les derniers chiffres de 2016. 9 000, presque 10 000. Et vous voyez bien qu'à chaque fois, c'est crescendo, mais au-delà de ça, ces enfants-là, les mêmes qui étaient nés en 2012, aujourd'hui 4-5 ans sont devenus de mineurs isolés. Personne ne peut penser que le chiffre de 3000 reste valable, reste vrai. Ces chiffres-là, selon vous, sont en deçà de la réalité et les dotations, justement, s'appuient sur ces chiffres. Comment vous faites? Alors, le manque à gagner qui est à côté, comment vous arrivez à combler le reste? Ça veut dire que vous menez une politique avec moins de moyens, donc une politique forcément qui ne sera pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. D'abord, je ne me permettrai pas, parce que je n'ai pas les preuves pour dire que c'est sous-estimé, mais d'aucuns pensent que c'est ainsi. On peut penser qu'ils n'ont pas tort. Bon, mais nous faisons avec ce que nous avons. Il faut bien s'appuyer sur quelque chose. Nous nous appuyons sur ces chiffres-là. Et donc, pour après organiser toute la politique publique qui va avec, il se trouve que c'est vrai, sur le terrain, c'est un peu plus compliqué que ça, pour les raisons que vous évoquez. Et c'est ce qui nous fait dire qu'en réalité, on est en deçà de la réalité. Et surtout, ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas demain. On a une problématique qui est singulière, qui nous dépasse, qui est hors norme en termes d'immigration clandestine et en termes donc de mineurs isolés, puisque j'ai en charge de cette question-là, je le vois tous les jours, raison pour laquelle nous appelons régulièrement l'État à jouer sa mission régalienne, qui est la lutte contre l'immigration clandestine d'une part, mais surtout à demander à ce que des moyens colossaux qui permettent, en tout cas à la hauteur des attentes et d'une situation qui est elle-même hors du commun. On va maintenant parler d'un autre sujet. On va aller du côté de Longoni, à la société Lafarge, qui a organisé ses premières journées portes ouvertes et qui a accueilli la presse, en dehors de la presse, des collaborateurs, des clients et d'autres personnes pour justement voir comment le ciment importé était traité ici dans notre île. On regarde le reportage, on en parle juste après. Lafarge Ciment Mayotte organisait ses premiers portes ouvertes ce matin. Objectif, offrir une vision claire des activités de la structure, mais également présenter les futurs projets de l'entreprise. Nouvelle offre des sacs Ouari avec emballage polypropylène, nouvelle grille tarifaire, nouvelle palette, mais également mise en place d'un concours entre les professionnels. Les évolutions sont nombreuses, comme l'explique le directeur Brice Ouetto. Le marché mahorais de la construction évolue et c'est l'occasion pour Lafarge de contribuer à cette évolution, et on a choisi en fait sur l'année 2017 d'organiser des académies des maçons, et ce sera l'occasion en fait de parler des différentes applications du ciment, parce que trop souvent on pense qu'il faut juste du ciment. Oui, il faut du ciment, mais il y a plusieurs types de ciment et chaque type convient à des applications bien déterminées. Ces portes ouvertes ont accueilli de nombreux clients, partenaires et autres distributeurs. L'occasion pour chacun de vivre de l'intérieur la fabrication du ciment qu'ils sont amenés à utiliser. Ça me permet en compte surtout de prendre notamment tout ce qui est sécurité au travail, notamment tout ce qui est agents chimiques, et de sensibiliser mes personnels sur le danger que peut avoir le ciment. On est rassuré, la vie ça n'est pas fini, mais oui, jusqu'à présent je suis rassuré, oui. Lewa alhamdulillah irsona namna ifanyilo namna to sakini namna nazimelange osrambe azimelange namna ifanyilo intongo toujours soif mana lewani somo tongo karako ijwa. Si ces portes ouvertes ont permis à la société d'offrir de l'authenticité et de la transparence aux visiteurs, une question est néanmoins revenue du côté des journalistes. La pénurie d'eau et l'arrêt des activités de nombreuses entreprises du BTP
a-t-elle des conséquences sur Lafarge Ciment Mayotte? La question de la sécheresse qui frappe en ce moment Mayotte, c'est d'abord une question qui a des conséquences, j'ai envie de dire, lourdes pour tout le monde, y compris d'abord pour l'humain, et incontestablement, au niveau business, ça a un impact sur nos chiffres d'affaires et sur nos ventes. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune application ciment qui ne consomme de l'eau. Alors, on n'a pas forcément besoin des mêmes qualités d'eau que l'être humain, mais il nous faut de l'eau. Aujourd'hui, l'impact sur le mois de janvier de la sécheresse est à peu près 70% de nos prévisions de vente. La société, comme de nombreuses autres, connaît donc une importante baisse de ses activités en raison du manque d'eau. Néanmoins, Lafarge continue son développement et compte bien s'inscrire dans la durée afin que de nouvelles journées portes ouvertes soient organisées à l'avenir. Alors des journées portes ouvertes qui ont fait le bonheur de beaucoup de personnes qui ont participé. Issa Abdou, ça évoque quoi chez vous ? Ça évoque qu'il faut encourager l'initiative du privé parce que le salut de Mayotte passe par là. On voit bien qu'on est dépassé, nous, en termes de recrutement, en termes de moyens dans pas mal de choses. Donc il faut encourager les initiatives privées et Lafarge, mais d'autres aussi, méritent qu'on ait ce regard, j'allais dire, intéressé de ce qui se passe dans le milieu privé. Donc, ce que je vois là, il y a eu une polémique par rapport au ciment, sa qualité, le coût, le prix, etc. Mais je pense que tout ça est derrière nous. Il faut encourager ceux qui prennent des risques et qui veulent, parce que l'économie d'un pays dépend beaucoup de l'entreprise. C'est dommage, on n'a pas parler de l'ADI, je ne sais pas si on aura l'occasion de le faire, mais vous voyez bien, parce que ça fait partie des choses, nous, département... L'ADI qui a fait son festival de l'ADI cette semaine, justement, avec ces 3 journées dédiées aux porteurs de projets. Et c'est intéressant de faire ce parallèle-là, parce que l'idée, le dispositif RSA chez nous, on a une volonté forte dans le milieu de l'insertion. On veut passer de le volet socle, en tout cas ce qu'on appelle vulgairement l'assistanat, à quelque chose qui permette à ce public-là de s'insérer. L'idée pour nous, c'est d'accompagner par de partenariats. Nous l'avons fait avec l'ADI, nous voulons le faire avec la boutique de gestion, avec d'autres, pour qu'on encourage l'initiative, la prise de risque, on encourage le Mahorais à créer sa propre affaire, parce que ce faisant, il entraîne dans son sillage d'autres recrutements, d'autres jeunes. Et donc, ce que nous voyons là, ce que fait l'ADI, ce que permet aujourd'hui à Lafarge exhiber son produit de cette manière, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont pris des risques, parce qu'à un moment donné, ils ont compris qu'il faut créer de la richesse. Il en va de l'économie de notre territoire. J'ajoute, et c'est pour ça aussi que nous, tellement on prêche à des convaincus, que nous encourageons ces initiatives, parce que le département et les collectivités publiques seules ne peuvent pas tout supporter. Donc c'est une très très bonne chose. Issa Abdou, créer son entreprise, créer son emploi, c'est bien. Encore faut-il pouvoir la maintenir en vie. On voit qu'aujourd'hui, Mayotte connaît quand même... On peut parler de crise économique, puisque beaucoup d'entreprises ne s'en sortent pas. On a vu le MEDEF qui a parlé de cette zone franche où ce serait la mort des entreprises mahoraises. Lafarge, qu'il a évoqué aussi avec cette problématique de la pénurie d'eau. De nombreuses entreprises, notamment dans le bâtiment, ont dû arrêter certains chantiers, voire certaines entreprises ont dû licencier pour chômage technique. Enfin, je sais pas, c'est pas forcément chômage technique, mais il y a eu des choses qui se sont passées et qui portent encore un coup à l'économie mahoraise. Alors comment on s'en sort avec tout ça ? D'abord, je suis content que vous parliez des zones franches. Moi, dans mon programme d'élection de 2015, j'étais peut-être le seul candidat à parler des zones franches globales à Mayotte. De quoi s'agit-il ? C'est au fond permettre aux entreprises de prendre du risque, comme je l'indiquais tout à l'heure, à celles qui viennent de l'extérieur de venir s'implanter à Mayotte, parce que pendant un certain nombre de temps, pendant les 4 premières années, eh bien, ils sont exonérés d'impôts, ce qui est une vraie bouffée d'oxygène, et ça encourage à se lancer dans ces conditions-là. S'agissant de l'eau, c'est indigne de la République, c'est indigne d'un département de droit commun. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a dit ça, je pense que le plus important, c'est
avancer et se dire plus jamais ça. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai entendu la ministre des Outre-mer qui parlait des tankers et des possibilités de ravitaillement d'eau ici. Il faut le faire et tout de suite. Et puis, au-delà de ça, au-delà de l'urgence, parce que moi j'appelle ça gérer l'urgence, il faut vraiment sortir de là. Ça veut dire qu'il faut que cette retenue voie le jour. Il faut réfléchir à ce qui se passe, par exemple, à Petit-Terre, quelque chose de dessalement qui permette d'avoir de l'eau, ne serait-ce que pour les besoins basiques. Après, pour la consommation, au sens boisson, on peut en acheter. Mais c'est très grave ce qui se passe, vraiment. Et puis, je pense que j'encourage moi le maire de Bandrélé, qui est un ami personnel, à prendre des initiatives là aussi, parce que c'est toujours facile de critiquer, mais il faut être capable parfois de proposer des choses. Moi, je considère que à ce niveau de responsabilité, et puis je suis par ailleurs un cadre de ce territoire, on a ce devoir-là, une fois de temps en temps, de proposer des choses. Je pense que dans les permis de construire, que le maire délivre désormais, on peut imposer l'idée selon laquelle, eh bien, il faut qu'on prévoie quelque chose qui retienne l'eau dans sa maison. Et il y a, c'est très facile, un système qui permettrait peut-être de organiser, un plombier simple peut faire une organisation qui permette de subvenir aux besoins basiques, l'arrosage du jardin, le lavage de la voiture, et même les toilettes, etc. Cette eau-là peut servir à ça. Et donc, on peut l'imposer par la délivrance d'un permis. Le maire dit, voilà, moi je ne délivre plus de permis si vous n'avez pas prévu ça dans votre maison future. C'est quelque chose qu'on peut faire. À l'époque, l'ARS, la DAS à l'époque, nous disait qu'il ne fallait surtout pas qu'il y ait des puits tels qu'on les concevait à l'époque, parce que c'était source de maladies, parce que, etc., de machins vectoriels, etc. La vérité, c'est qu'il faut maintenant encourager cela, ou ce qui s'apparente à cela, mais en faisant en sorte que ce risque-là soit écarté. Et c'est quelque chose qu'on peut imposer dès le moment où le maire vous accorde le permis. C'est quelque chose qu'on peut imposer, et c'est des idées toutes simples. C'est l'organisation étatique et des autorités, c'est une chose, mais en interne, en soi, on peut aussi, avec des idées comme ça, faire en sorte qu'à l'avenir, on évite une catastrophe. Alors Issa Abdou, on va terminer un peu avec votre actualité en tant que conseiller départemental, chargé notamment du social, avec cette bonne nouvelle qui nous est venue du département, enfin du gouvernement, à l'adresse du département, avec ces 61 millions d'euros qui vont être destinés au social. Comment on accueille la nouvelle lorsqu'on est chargé du social? Avec le sourire, on est très heureux, vraiment, même si on aurait pu espérer là aussi que la PMI soit accompagnée, mais dans d'autres dispositifs et des revendications anciennes qui sont les nôtres et qui n'ont pas été satisfaites. Mais voilà, on ne va pas faire la fine bouche. On a décidé de regarder le verre à moitié plein, parce que l'aide sociale à l'enfance, c'est une compétence qui a été transférée au Conseil général en 2008. Depuis 2008, nous demandons corps et âme pour que nous ayons cette compensation, parce que ça existe nulle part. Il y a qu'à Mayotte qu'on voit ça. On fait un transfert de compétences sans transfert des moyens. Là, c'était vrai, y compris lorsque le Conseil général devient département en 2011. Pour autant, cette compétence du département n'est pas accompagnée par l'État. Et donc, nous, lorsque nous sommes arrivés en 2015, la première chose que nous avons faite, c'était d'essayer de voir clair par une enquête que nous avons diligentée auprès de l'IGAS, l'Inspection générale pour les affaires sociales, et qui nous a pondu un rapport début 2016 et qui nous dit, voilà la situation, il faut pour que vous fonctionniez correctement à peu près 10 millions par an pour l'aide sociale à l'enfance, mais en même temps, et on va demander à ce que l'on compense depuis 2008 ce que l'État vous doit. Aujourd'hui, c'est chose faite. C'était pas gagné d'avance, c'est beaucoup de va-et-vient, Matignon, défenseur des droits, ministère de l'Outre-mer, pour
essayer de dire que ceci est un besoin vital pour nous pour pouvoir faire ça correctement, parce que c'est facile de dire bah oui, c'est la compétence du département, mais vous faites pas, etc. C'est souvent ce que nous on entend. Là, on nous donne les moyens de faire par cette compensation. D'abord, je suis heureux d'ailleurs que le Conseil. Donc il va y avoir un rattrapage. Oui, quelle sera la priorité? Quelles seront les priorités à hauteur de 41 millions. Alors la priorité, je suis content. Je veux dire ça parce que c'est important que le président du conseil départemental, parce qu'on a eu un débat en interne qui a consisté au fond à dire est-ce que, puisque c'est une compensation, ça veut dire que pendant ce temps-là, on a dépensé sur nos deniers publics et si c'est une compensation, eh bien ça vient combler un déficit. Et puis il n'y a pas d'incohérence au fond à raisonner comme ça. Moi, j'ai demandé et obtenu du président du conseil départemental, et je suis heureux qu'il ait compris et m'ait suivi dans cette démarche-là, que non, c'est déjà compliqué comme ça sur la question de l'enfance, et cette compensation concerne l'enfance, elle doit être fléchée. Résultat, nous allons faire un budget annexe qui va permettre que cette compensation-là, cette manne-là, soit dédiée à l'enfance, qu'à l'enfance, parce que c'est pour ça qu'on a eu cette compensation et parce que c'est une cause juste qu'il faut défendre. Alors, mais là, qu'est-ce qu'on fait? On a un schéma de l'enfance que nous avons validé ici, le comité de pilotage a validé, et on a une commission permanente bientôt pour valider le tout. Mais l'idée, dans ce schéma-là, il y a toutes les orientations, au fond, des choses que nous allons faire, doublées par une convention qui balise l'usage de ces fonds. L'idée pour nous, pour faire court, c'est d'une part, augmenter les moyens de fonctionnement, moyens matériels, de voitures, de locaux, etc., mais aussi moyens humains, d'augmenter les travailleurs sociaux, ceux-là même qui doivent rendre compte de la situation pour savoir quel traitement on fait ensuite. C'est ça l'urgence. Deuxième élément, une fois qu'on a dit ça et renforcer les familles d'accueil en charge de ces enfants-là, il faudra aussi se dire que ce n'est pas extensible à l'infini, et donc faire appel au privé et à des prestataires extérieurs, et donc externaliser aussi la démarche, permettre à d'autres associations, sur la base d'un cahier des charges et d'un appel à projet, de s'occuper d'une partie d'un problème dont on n'a plus les moyens, nous, de faire. Et ce faisant, ça nous permet, c'est vraiment ça la boussole, sortir ces enfants-là de la rue. C'est vraiment l'ambition. Ces fameux 3000 mineurs isolés, il faudra peut-être que par une prévention spécialisée, on sache avec exactitude ces enfants-là sont dans la rue. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, ou c'est un problème de parentalité, parce que ça existe. C'est pas que des étrangers, comme on le dit souvent assez facilement. Si c'est un problème de parentalité, on appelle la maman, on dit Madame Aminariti, il faudra peut-être que vous récupériez votre enfant, parce que c'est un problème pour la société. Et si c'est pas un problème de parentalité, mais un vrai souci qui oblige cet enfant-là à aller faire les poubelles, à ce moment-là, on dit à ces associations et à ces prestataires qui ont répondu à la appel à projet, voilà, il y a 2000 enfants qui sont vraiment dans le besoin, en tout cas qui nécessitent un placement ou une activité en milieu ouvert. À ce moment-là, ces structures-là vont les prendre, et en faisant cela, on les sort de la rue. On règle au passage un problème de salubrité publique et même de visibilité et de tourisme, au-delà de l'utilité sociale et de ces enfants-là qui méritent autre chose que d'être là. Et donc voilà comment on compte aborder le sujet. Mais ça suppose, et j'en termine par là, que l'État prenne ses responsabilités, parce que là on raisonne à toutes choses égales par ailleurs, 3000 mineurs, pas plus. Mais vous voyez bien que si on ne joue pas sur le flux, mais qu'on dit juste que le stock doit être réglé, et on va le faire, en tout cas on va avec ces moyens-là tenter de le faire, mais si on ne règle pas le flux, immigration clandestine, mission régalienne de l'État, on n'aura pas obtenu le résultat escompté, raison pour laquelle nous disons là aussi que l'État doit prendre ses responsabilités, et ce faisant, si d'une part le conseil départemental, et on va le faire, prend ses responsabilités, l'État, le stock et le flux, on aura résolu le problème. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher, et on va y arriver.
Merci beaucoup Issa Abdou pour toutes ces explications et puis d'avoir accepté surtout de répondre à toutes nos questions. C'est ici en tout cas que C'était pas compliqué. C'est ici que s'achève cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On revient la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Vous le verrez, une série spéciale avec les candidats aux législatives. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.